Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Je reprends tout de suite la lecture de Joseph Conrad, Karen. J'espère que je le prononce bien, je n'ai pas vérifié avant. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Chapitre 3. Pendant 2 ans, nous lui rendîmes visite à intervalles rapprochés. Nous en vînmes à l'aimer, à lui faire confiance, presque à l'admirer. Il projetait et préparait une guerre avec patience et prévoyance, avec une fidélité à son but et une suite dans les idées dont j'aurais cru que sa race le rendrait incapable. Il ne paraissait pas redouter l'avenir et ses plans révélaient une sagacité uniquement limitée par son ignorance absolue du monde extérieur. Nous tentâmes de l'éclairer, mais nos efforts pour lui faire prendre conscience de la nature irrésistible des forces auxquelles il voulait s'opposer ne parvinrent pas à décourager son désir de frapper un grand coup en faveur de ses idées primitives. Il ne nous comprenait pas et nous répliquait par des arguments propres à désespérer par leur malice puérile. Il était absurde, impossible à convaincre. Nous détections parfois en lui une fureur sombre et farouche, un vague sentiment morose de culpabilité et une impulsion refoulée de violence dangereuse chez un indigène. Il pérorait comme un être inspiré. Un soir, alors que nous avions causé fort tard avec lui dans son campong, il se leva d'un bond. Un grand feu clair brûlait dans le bosquet. L'ombre et la lumière dansaient ensemble entre les arbres. Dans la nuit calme, les chauves-souris voletaient à travers les branches, formant des taches mouvantes d'obscurité plus dense. Il arracha l'épée au vieillard, la tira de son fourreau et planta sa pointe dans la terre. Au-dessus de la fine lame verticale, la garde d'argent libérée se balança devant lui comme une chose vivante. Il recula d'un pas et s'adressa violemment d'une voix contenue à l'acier vibrant. « S'il y a une vertu dans le feu, dans le fer, dans la main qui t'a forgé, dans les paroles prononcées sur toi, dans le désir de mon cœur et dans la sagesse de tes créateurs, alors nous serons victorieux ensemble. » Il la reprit en main et parcourut son fil du regard. « Prends-la, dit-il par-dessus son épaule au vieux suivant. » L'autre, accroupi, essuya sans se troubler la lame de l'épée avec un coin de son sarong, la remit dans son fourreau et la posa sur ses genoux sans avoir même levé les yeux. Subitement calmé, Karen se rassit avec dignité. Après cela, nous renonçâmes à soulever des objections et le laissâmes aller à sa guise vers un désastre honorable. Tout ce qu'il nous fut possible de faire pour lui fut de veiller à ce que la qualité de la poudre justifiât le prix payé et que les fusils, quoique vieux, fussent utilisables. Mais ce jeu finit par devenir trop dangereux. Et si nous, qui les avions souvent affrontés, faisions bon marché des risques courus, il fut décidé pour nous, par des gens très respectables, assis en parfaite sécurité dans des bureaux, que les risques étaient trop considérables et que l'on ne ferait plus qu'un dernier voyage. Après avoir donné, comme d'habitude, beaucoup d'indications vagues et erronées sur notre destination, nous filâmes en douce et, après une traversée très rapide, entrâmes dans la baie. C'était au tout début de la matinée et avant même que l'ancre eût touché le fond, la goélette était environnée d'embarcations. La première chose que nous apprîmes fut que le mystérieux porte-épée de Karen était mort quelques jours auparavant. Nous n'attachâmes pas une grande importance à cette nouvelle. Bien sûr, il était difficile d'imaginer Karen sans son inséparable compagnon. Mais cet homme était âgé. Il n'avait jamais adressé la parole à aucun de nous. Nous avions à peine entendu le son de sa voix et nous en étions venus à le considérer comme un objet inanimé, comme un élément des fastes de la cour de Karen, au même titre que l'épée qu'il portait ou que le parasol rouge à franges ouvert au-dessus de lui dans les processions officielles. Karen ne nous rendit pas visite dans l'après-midi comme il en avait coutume. Avant le coucher du soleil, il nous envoya un message de bienvenue et un cadeau de fruits et de légumes. Notre ami nous donnait de l'argent comme un banquier, mais agissait avec nous comme un prince. Nous l'attendîmes jusqu'à minuit.
Sous la tente arrière, Jackson le barbu pinçait une vieille guitare et chantait avec un accent exécrable des chansons d'amour espagnoles, tandis que le jeune Hollis et moi, avachis sur le pont, faisions une partie d'échecs à la lueur d'un fanal de soute. Karen ne parut pas. Le lendemain, nous fûmes occupés à décharger et l'on nous dit que le Raja était souffrant. La prévisible invitation à lui rendre visite à terre ne vint pas. Nous lui envoyâmes des messages amicaux, mais de peur de tomber inopportunément sur quelque réunion secrète, nous restâmes à bord. Le 3e jour, nous eûmes fini de bonne heure de débarquer toutes les armes et munitions, et aussi une pièce de 6 en cuivre avec son affût que nous nous étions cotisés pour offrir à notre ami. L'après-midi était étouffant. Des fragments déchiquetés de nuages noirs montaient au-dessus des montagnes et des orages invisibles tournaient sur la mer en grondant comme des bêtes fauves. Nous préparâmes la goélette en prévision de notre appareillage le lendemain dès l'aube. Toute la journée, un soleil impitoyable accabla la baie. Pâle, chauffé à blanc, rien ne bougeait à terre. La plage était déserte, les villages semblaient abandonnés. Au loin, les arbres dressés en groupes inertes avaient l'air d'un décor de tableau. La fumée blanche d'un feu de broussailles invisible se répandait sur la grève à la manière d'un brouillard bas. À la fin de l'après-midi, 3 des notables de Karen, en vêtements de fête et armés jusqu'aux dents, arrivèrent en pirogue, nous apportant une caisse de $. Ils étaient déprimés et moroses et nous dirent qu'ils n'avaient pas vu leur Raja depuis 5 jours. Personne ne l'avait vu. Nous réglâmes tous nos comptes et après nous avoir serré la main tour à tour en silence, ils regagnèrent l'un après l'autre leur embarcation et leurs rameurs les emportèrent à terre assis côte à côte, vêtus de couleurs vives, la tête basse. Les broderies d'or de leurs vestes étincelaient tandis qu'ils glissaient sur la mer lisse et aucun d'eux ne se retourna une seule fois. Avant le coucher du soleil, les nuages grondants se ruèrent sur la crête des montagnes et dégringolèrent leurs pentes. Tout disparut. Des vapeurs noires, tourbillonnantes, emplirent la baie et la goélette fut ballottée dans les rafales obliques. Un unique coup de tonnerre éclata dans le creux avec une violence qui semblait capable de réduire en miettes le cirque des sommets et un déluge tiède s'abattit. Puis le vent s'apaisa. Nous suffoquions dans le carré fermé. Nos visages ruisselaient de sueur. Dehors, la baie sifflait comme un chaudron en ébullition. L'eau tombait perpendiculairement, lourde comme du plomb. Elle ruisselait sur le pont, coulait sur les épars, gargouillait, sanglotait, murmurait dans la nuit aveugle. Notre lampe baissait. Le torse nu, Hollis s'était allongé sur les caissons, les yeux clos, inerte comme un cadavre dénudé. À sa tête, Jackson pinçait sa guitare en haletant un chant désolé sur un amour sans espoir et des yeux semblables à des étoiles. Tout à coup, nous entendîmes sur le pont des voix surprises crier sous la pluie, des pas précipités au-dessus de nous, et Karen apparut sur le seuil du carré. Sa poitrine nue et son visage luisaient dans la lumière. Son sarong trempé collait à ses jambes. Il tenait dans sa main gauche son Chris gainé. Des mèches mouillées, échappées de son foulard rouge, étaient plaquées sur ses yeux et ses joues. Il entra à grands pas en regardant en arrière, à la façon d'un homme poursuivi. Hollis se tourna d'un geste vif sur le côté et ouvrit les yeux. Jackson posa sa grande main sur les cordes de sa guitare et leur vibration s'éteignit brusquement. Je me levai. « Nous n'avons pas entendu votre bateau nous aider, m'écriai-je. »« Son bateau ? Il est venu à la nage, murmura Hollis. Regardez-le. » Il respirait fort, l'œil égaré, tandis que nous le regardions sans rien dire. L'eau qui s'écoulait de son corps faisait une mare sombre qui zigzaguait sur le sol de la cabine. Nous entendîmes Jackson, qui s'était écarté pour éloigner nos marins malais du capot de la descente, vociférer furieusement dans le vacarme de l'averse torrentielle, et il y eut un grand branle-bas sur le pont. Les hommes de quart, éperdus d'avoir aperçu l'ombre d'un homme escalader la lisse comme si elle jaillissait de la nuit, avaient alerté tout l'équipage. Puis Jackson, les cheveux et la barbe emperlés de gouttes d'eau, revint l'air irrité.
Et Ulysse, qui, étant le plus jeune d'entre nous, faisait montre d'une hauteur nonchalante, dit sans bouger. « Donnez-lui un sarong sec, donnez-lui le mien, il est pendu dans la salle de bain. » Karen déposa son Christ sur la table, la poignée vers lui, et murmura quelques mots d'une voix étranglée. « Que dites-vous » demanda Ulysse, qui n'avait pas entendu. Il nous prie de l'excuser d'être entré une arme à la main, dis-je, abasourdi. Que de cérémonie. Dites-lui que nous pardonnons à un ami. Pas une nuit pareille, dit Ulysse d'une voix traînante. Qu'est-ce qui ne va pas? Karen enfila le sarong sec, fit glisser le mouillé à ses pieds, qu'il dégagea. Je lui indiquai le fauteuil de bois, son fauteuil. Il s'y assit, très raide, et dit « Ah !» d'une voix ferme. Un bref frisson secoua sa puissante carcasse. Il jeta un coup d'œil inquiet par-dessus son épaule, eut l'air de vouloir nous parler, mais se contenta d'adopter un regard fixe, curieusement aveugle. Puis il se retourna de nouveau. Jackson cria « Veillez bien là-haut, sur le pont !» Il perçut une réponse lointaine et claqua la porte de la cabine d'un coup de pied. « Ça va maintenant, dit-il. » Les lèvres de Karine bougèrent insensiblement. Un violent éclair fit luire comme deux yeux phosphorescents les hublots ronds de l'arrière, en face de lui. La flamme de la lampe noircit un instant, et le miroir du petit buffet bondit dans son dos, formant une tache lisse de lumière livide. Le tonnerre gronda tout près, claqua au-dessus de nous. La goélette frémit, et la grande voix menaçante continua de rouler au loin d'une manière terrifiante. Pendant quelques instants, une averse furieuse tambourina sur le pont. Karen promena lentement son regard de visage en visage, et le silence devint si profond que nous entendîmes distinctement le tic-tac des deux chronomètres de ma cabine, rivalisant d'inlassable rapidité. Tous trois, étrangement émus, nous ne pouvions détourner les yeux de lui. Il était devenu énigmatique et touchant, en raison de la cause mystérieuse qu'il avait jetée dans la nuit et l'orage vers l'abri du carré de la goélette. Aucun de nous ne mettait en doute qu'il voyait là un fugitif, aussi incroyable que cela a pu paraître. Il était hagard, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Il était maigre, comme s'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Ses joues étaient creuses, ses yeux enfoncés. Les muscles de sa poitrine et de ses bras avaient de légères contractions, comme après un combat épuisant. Évidemment, il avait fait une longue course à la nage pour atteindre le navire. Mais on lisait sur son visage une autre sorte de fatigue, la lassitude tourmentée, la colère et la peur d'une lutte contre une pensée, une idée, contre une chose que l'on ne peut toucher, qui ne connaît pas de répit, une ombre, un rien, invincible et éternel, dont la menace plane sur la vie. Nous comprenions cela aussi clairement que s'il nous l'avait crié. Sa poitrine se soulevait sans cesse, incapable de contenir les battements de son cœur. Pendant un moment, il eut le pouvoir des possédés, le pouvoir d'éveiller la surprise chez ceux qui les contemplent, la douleur aussi, la pitié, et une redoutable intuition des choses invisibles, des choses sombres et muettes qui entourent la solitude de tout homme. Son regard erra sans but un certain temps, puis s'immobilisa. Il dit avec effort « Je suis venu ici... J'ai quitté mon enclos d'un bond, comme après une défaite. J'ai couru dans la nuit. L'eau était noire. Je me suis éloignée de lui qui m'appelait au bord de l'eau noire. Je l'ai laissé debout, seul, sur la plage. J'ai nagé. Il m'appelait. J'ai nagé. Il tremblait de la tête aux pieds, assis très raide, le regard fixé droit devant lui. Laissez qui l'appelait? Nous l'ignorions. Nous ne pouvions rien comprendre. Je dis à tout hasard, restez ferme. Le son de ma voix sembla l'apaiser, en lui donnant une rigidité soudaine, mais il ne parut pas prêter attention à mes paroles. Il avait l'air d'attendre, d'écouter, puis il reprit. Il ne veut pas venir ici. C'est pourquoi je suis venu vous trouver. Vous, hommes au visage blanc, qui n'avez que mépris pour les voix invisibles. Il ne peut pas affronter votre force et votre incroyance. Il se tut un moment, puis s'écria à voix plus basse. « Oh, la force des incroyants ! Il n'y a ici personne d'autre que vous et nous trois, dit paisiblement Ulysse.
Il était allongé, la tête appuyée sur son bras, et il ne bougea pas. « Je le sais, dit Karen. Il ne m'a jamais suivi ici. D'ailleurs, l'homme sage était toujours à côté de moi. Mais depuis que ce vieux sage, qui connaissait mon tracas, est mort, j'entends la voix toutes les nuits. Je me suis enfermée dans le noir pendant plusieurs jours. J'entends les murmures désolés des femmes, le souffle du vent, de l'eau vive, le cliquetis des armes entre les mains des hommes fidèles, leurs pas et sa voix, toute proche, si proche, contre mon oreille. J'ai senti sa présence à mon côté, son souffle sur mon cou. Je suis sortie d'un bond sans un cri. Autour de moi, tous les hommes dormaient en paix. J'ai couru jusqu'à la mer, il courait à côté de moi, à pas silencieux, en murmurant de vieilles paroles, en murmurant dans mon oreille de sa voix d'autrefois. J'ai couru me jeter dans la mer, j'ai nagé vers vous, mon cri entre les dents, moi, et armée. Je me suis enfuie devant un souffle, vers vous. Emmenez-moi dans votre pays. Le vieux sage est mort et le pouvoir de ses paroles et de ses sortilèges est parti avec lui. Je ne peux le dire à personne. À personne. Aucun homme ici n'est assez sage et fidèle pour être mis dans la confidence. Ce n'est qu'auprès de vous, des incroyants, que mon émoi se dissipe comme la brume sous l'œil du jour. Il se tourna vers moi. « Je pars avec vous », s'écria-t-il d'une voix contenue. « Avec vous qui connaissez tant d'hommes de chez nous, je veux quitter cette région, mon peuple et lui, là. » Il tendit un index tremblant au hasard par-dessus son épaule. L'intensité de cette détresse inconnue nous était pénible à supporter. Ulysse le regardait fixement, je demandai avec douceur. « Où réside le danger ?»« Partout, sauf ici, » répondit-il tristement. « Partout où je me trouve. Il m'attend sur les chemins, sous les arbres, là où je dors. Partout, sauf ici. » Son regard erra autour de la petite cabine, sur les poutres peintes, sur le vernis terni des cloisons. Il regarda tout autour de lui avec l'air de supplier cette médiocrité peu familière, le bric-à-brac des choses inusitées qui font partie d'une vie inconcevable de rudesse, de force, d'effort, d'incroyance, de la vie puissante des Blancs qui s'écoule dure et irrésistible à la lisière des ténèbres extérieures. Il ouvrit les bras comme pour étreindre tout cela et nous-mêmes. Nous attendîmes. Le vent et la pluie avaient cessé, et le calme de la nuit autour de la goélette était aussi complet et silencieux que si l'univers mort avait été enterré dans une tombe de nuages. Nous sentions qu'il allait parler. La nécessité de le faire lui brûlait les lèvres. Il y a des gens qui disent qu'un indigène ne se confie pas à un blanc. Erreur. Nul homme ne se confiera à son maître, mais à un ami, à un vagabond, à l'homme qui ne vient ni pour enseigner ni pour régenter, à celui qui ne demande rien et accepte tout. Les mots affluent autour de feux de camp, dans la solitude partagée de la mer, dans les villages au bord des rivières, dans les haltes de repos entourées de forêts. Les mots affluent sans se préoccuper de race ou de couleur de peau. Un cœur parle, un autre cœur écoute. Et la terre, la mer, le ciel, le vent qui passe et la feuille qui bouge entendent aussi le récit futile des fardeaux de la vie. Il parla enfin. Il n'est pas possible de reproduire les faits que nous produisit son récit. Il est encore en vie, il n'est qu'un souvenir et son intensité ne peut être nettement transmise à un autre esprit, pas plus que les émotions intenses d'un rêve. Il faudrait avoir vu sa splendeur naturelle, il faudrait l'avoir connue auparavant, l'avoir alors regardée. La pénombre mouvante de la petite cabine, l'atmosphère extérieure dans un souffle où l'on n'entendait que le clapotis de l'eau contre les flancs de la goélette, le visage pâle de Hollis, ses yeux sombres et attentifs, la tête énergique de Jackson, bien droite entre les deux grandes mains avec sa longue barbe blonde, caressant les cordes de la guitare posée sur la table, la position rigide de Karen, son ton. Tout cela produisait une impression inoubliable. Il nous faisait face de l'autre côté de la table. On voyait sa tête brune et son torse de bronze au-dessus de la table de bois terni, brillant, immobile, comme sculpté dans du métal.
Seules ses lèvres remuaient, et son regard étincelant s'éteignait, flambait de nouveau ou se fixait tristement dans le vide. Ses expressions venaient en droite ligne de son cœur tourmenté. Sa parole était basse, comme le murmure mélancolique d'une eau courante. Par moments, elle sonnait haut comme un gong guerrier, ou se traînait lentement comme un voyageur épuisé, ou se ruait en avant avec la précipitation de la peur. Chapitre 4. Voici imparfaitement ce qu'il nous dit. C'était après le grand tumulte qui rompit l'alliance des 4 États de Wajo. Nous nous battions les uns contre les autres, et les Hollandais nous observaient de loin, attendant que nous fussions épuisés. Alors, on vit la fumée de leurs navires à feu à l'embouchure de nos fleuves. Leurs grands hommes vinrent dans des bateaux pleins de soldats pour nous parler de protection et de paix. Nous répondîmes avec prudence et sagesse, car nos villages étaient réduits en cendres, nos palissades faibles, le peuple fatigué et les armes émoussées. Ils vinrent et repartirent. Beaucoup de paroles furent prononcées, mais après leur départ, tout parut redevenir comme avant. Sauf que leurs navires restaient en vue de notre côte. Et peu de temps après, leurs commerçants vinrent au milieu de nous contre la promesse de garantir leur sécurité. Mon frère était un chef de l'un de ceux qui avaient donné leur parole. J'étais jeune alors, je m'étais battue pendant la guerre et Pata Matara avait combattu à mes côtés. Nous avions partagé la faim, le danger, la fatigue et la victoire. Son regard percevait vite le péril qui me guettait et 2 fois mon bras lui avait sauvé la vie. C'était sa destinée. Il était mon ami. Et c'était parmi nous un personnage important, l'un des proches de mon frère, le chef. Il parlait au conseil, son courage était grand, il gouvernait de nombreux villages autour du vaste lac qui occupe le centre de notre pays. Comme le cœur se tient au centre du corps humain. Quand on voyait apparaître son épée dans un campong en annonce de sa venue, les jeunes filles s'interrogeaient à mi-voix sous les arbres à fruits. Les hommes riches se consultaient à l'ombre et on préparait une fête avec des chants et des réjouissances. Il avait les faveurs du chef et l'affection des pauvres. Il aimait la guerre, la chasse aux daims et les charmes féminins. Il possédait des bijoux, des armes chanceuses, la fidélité des hommes. C'était un être violent et mon seul ami. Je dirigeais un enclos fortifié à l'estuaire et je faisais payer les péages aux navires qui passaient. Un jour, je vis un commerçant hollandais remonter la rivière avec 3 bateaux. Et nous ne lui fîmes pas payer de droit parce que nous voyions au large la fumée des navires de guerre hollandais et que nous étions trop faibles pour pouvoir nous permettre d'oublier les traités. Nous garantîmes sa sécurité et mon frère lui accorda sa protection. Il dit qu'il venait faire du commerce. Il entendit nos voix, car nous sommes hommes à parler ouvertement et sans crainte. Il compta nos lances, examina les arbres, le courant des eaux, l'herbe des rives, les pentes de nos montagnes. Il remonta jusqu'à la région de Matara et obtint l'autorisation de construire une maison. Il fit des plantations et du négoce. Il dédaignait nos joies, nos pensées, nos peines. Son visage était coloré, ses cheveux couleur de flamme et ses yeux pâles comme une brume de rivière. Il marchait pesamment et parlait d'une voix grave. Il riait comme un idiot et son langage ignorait la courtoisie. C'était un homme lourd et méprisant qui dévisageait les femmes et posait sa main sur l'épaule des hommes libres comme s'il était un chef de haute naissance. Nous le supportions avec patience. Du temps s'écoula. Puis la sœur de Pata Matara s'enfuit du campong et alla vivre dans la maison du Hollandais. C'était une femme noble et volontaire. Je l'avais vue une fois, portée au milieu du peuple sur des épaules d'esclaves, le visage découvert, et j'avais entendu tous les hommes dire qu'elle était d'une extrême beauté, qu'elle ravissait le cœur de ceux qui la contemplaient et leur ôtait la raison. Les gens furent atterrés. La personne de Matara fut atteinte par ce déshonneur, car elle savait bien qu'elle était promise à un autre. Matara alla trouver le Hollandais et lui dit « Livre-la nous pour qu'elle meure. Elle est fille de chef. » Le blanc refusa et s'enferma, ses serviteurs montant la garde nuit et jour avec des fusils chargés. Matara devint furieux. Mon frère convoqua un conseil. Mais les navires hollandais n'étaient pas loin et gardaient jalousement l'œil sur notre côte. Mon frère dit « S'il meurt maintenant, notre pays paiera pour son sang. »
Laissez-le tranquille jusqu'à ce que nous soyons devenus plus forts et que les navires soient partis. » Matara était raisonnable. Il attendit et observa. Mais le blanc craignit pour la vie de sa compagne et s'en alla. Il laissa sa maison, ses plantations, tous ses biens. Il partit armé et menaçant, laissant tout pour elle. Elle avait conquis son cœur. De mon retranchement, je le vis gagner la mer sur un gros bateau. Avec Matara, nous le suivîmes des yeux depuis la plateforme de combat derrière la palissade aux pieux pointus. Il était assis, les jambes croisées, son fusil sur les genoux, sur le rouf à l'arrière de son prao. Le canon de son fusil étincelait, oblique devant son large visage rouge. Le vaste fleuve s'étirait sous lui, plat, lisse, brillant comme une plaine d'argent. Et son prao, qui de la rive paraissait noir et très court, glissa sur la plaine d'argent puis sur le bleu de la mer. À 3 reprises, debout à côté de moi, Matara cria le nom de sa sœur, avec une expression douloureuse et des imprécations. Mon cœur s'en émut. Il bondit 3 fois, et 3 fois, l'œil de mon esprit vit dans l'espace clos et sombre, à l'intérieur du bateau, une femme aux cheveux épars qui quittait sa terre et son peuple. J'étais en colère et chagrinée. Pourquoi ? À mon tour, je criais des insultes et des menaces. Matara a dit « Maintenant qu'ils ont quitté notre pays, leurs vies m'appartiennent. Je vais les suivre et frapper. Ainsi je serai seule à payer le prix du sang. » Un grand vent balayait le fleuve désert vers le soleil couchant. Je m'écriai « J'irai avec toi !» Il baissa la tête en signe d'assentiment. C'était sa destinée. Le soleil s'était couché et les arbres balançaient à grand bruit leurs branches au-dessus de nous. La 3e nuit, nous quittâmes tous deux notre terre sur un prao de commerce. La mer nous attendait, la mer immense, sans route et sans voie. Un prao à voile ne laisse pas de traces. Nous allâmes vers le sud. La lune était pleine. Levant les yeux, nous nous dîmes « Quand la prochaine lune brillera comme celle-ci, nous reviendrons et ils seront morts. » C'était il y a 15 ans. Il y a eu, depuis lors, bien des lunes nouvelles et pleines, mais je n'ai toujours pas revu mon pays. Nous avons donc navigué vers le sud, nous avons rencontré de nombreux praos, nous avons inspecté les baies et les criques, nous avons vu le bout de notre côte, de notre île, un cap abrupt au-dessus d'un détroit agité où dérivent les fantômes des praos naufragés et où les noyés poussent des clameurs dans la nuit. Désormais la mer infinie nous environnait. Nous vîmes une haute montagne qui crachait des flammes au milieu de l'eau. Nous vîmes des milliers de petites îles disséminées comme la grenaille répandue par un gros canon. Nous vîmes une longue côte montagneuse et des terres basses étalées à perte de vue d'ouest en est sous le soleil. C'était Java. Nous pensâmes, ils sont ici. Leurs jours sont comptés et nous allons rentrer chez nous ou mourir lavés de tout déshonneur. Nous débarquâmes. Qu'y a-t-il de bien dans ce pays ? Les chemins sont étroits, durs, poussiéreux. Des campongs empierrés, pleins de visages blancs, sont entourés de champs fertiles. Mais tous les hommes que l'on voit sont des esclaves. Les chefs vivent sous la menace d'une épée étrangère. Nous avons gravi des montagnes, traversé des vallées. Au coucher du soleil, nous entrions dans un village. Nous demandions à tout le monde « Avez-vous vu un blanc comme ceci et comme cela ?» Certains avaient l'air surpris, d'autres riaient. Des femmes nous donnaient parfois de la nourriture avec crainte et respect, comme si nous avions été rendus fous par une sentence de Dieu. Certains ne comprenaient pas notre langue, d'autres nous injuriaient ou nous demandaient en bâillant la raison de nos recherches. Un jour, comme nous partions, un vieil homme nous cria « Renoncez !» Nous continuâmes. Dissimulant nos armes, nous nous écartions humblement devant les cavaliers sur la route. Dans la cour de chef qui ne valait pas mieux que les esclaves, nous nous inclinions très bas. Nous nous égarâmes dans la campagne, dans la jungle, et une nuit, dans une forêt touffue, nous découvrîmes un endroit où de vieux murs en ruine s'étaient écroulés au milieu des arbres et où d'étranges idoles de pierre, des images sculptées de démons avec beaucoup de bras et de jambes, des serpents enroulés autour de leur corps avec 20 têtes tenant 100 épées, paraissaient vivantes et menaçantes à la lueur de notre feu de camp. Rien ne nous effrayait. Et sur la route, à côté du feu, pendant notre repos, nous parlions constamment d'elle et de lui. Leur heure était proche. Nous ne parlions de rien d'autre.
De rien, ni de la faim, ni de la soif, ni de la fatigue, ni de notre courage défaillant, non. Parlions-nous de lui et d'elle, et nous pensions à eux, à elle. Matara méditait d'un air sombre auprès du feu. Moi, j'étais assis et je pensais. Puis soudain, je revis l'image d'une femme, belle et jeune, noble, fière et tendre, quittant son pays et son peuple. Matara me dit « Quand nous les trouverons, nous la tuerons en premier, pour laver le déshonneur. Ensuite, l'homme aussi devra mourir. » Je répondais « Il en sera comme tu le veux, c'est ta vengeance. » Il me fixa longuement de ses grands yeux enfoncés. Nous regagnâmes la côte, nos pieds étaient en sang, et nous étions maigres. Nous dormions en haillons à l'ombre de clôtures de pierre, nous rôdions, sales et efflanqués, autour des entrées des cours des hommes blancs. Leurs chiens à longs poils aboyaient et leurs serviteurs nous criaient de loin « Allez-vous-en » Des malheureux de basse extraction qui patrouillent dans les rues des kampongs d'allées nous demandaient qui nous étions. Nous mentions, nous nous faisions serviles, souriant avec la haine au cœur, et nous continuions à les chercher ici ou là, à chercher la femme qui avait failli à la fois jurer et qui devait donc mourir. Nous cherchions. Je finissais par croire la reconnaître dans tous les visages de femmes que je voyais. Nous courions vite. Non, quelquefois Matara chuchotait « C'est lui !» Et nous attendions, tapis dans l'ombre. Il s'approchait, ce n'était pas lui. Ces Hollandais sont tous semblables. Nous souffrions les affres de la déception. Dans mon sommeil, je voyais le visage de cette femme et je connaissais en même temps joie et chagrin. Pourquoi ? Je croyais entendre un murmure auprès de moi. Je me tournais vivement. Elle n'était pas là. Et tandis que nous nous traînions péniblement de ville de pierre en ville de pierre, il me semblait entendre un pas léger à mon côté. Un temps vint où je l'entendis sans cesse, et j'étais content. Je pensais, en marchant étourdi et là sous le soleil, sur les chemins durs des blancs, je pensais, elle est là avec nous. Matara était sombre. Nous avions souvent faim. Nous avons vendu les fourreaux ouvragés de nos crises, des fourreaux en ivoire à virole d'or. Nous avons vendu les poignets sertis de pierres précieuses. Mais nous conservions les lames, pour eux. Les lames qui ne blessent jamais mais tuent. Nous les avons gardées pour elle. Pourquoi ? Elle était tout le temps avec nous. Nous avons cru mourir de faim, nous avons mendié, nous avons fini par quitter Java. Nous avons été vers l'ouest, nous avons été vers l'est. Nous avons vu beaucoup de pays, des foules de visages étranges, des hommes qui vivent dans les arbres et des hommes qui mangent leurs vieillards. Nous avons coupé du rotin dans la forêt pour une poignée de riz, pour pouvoir continuer à vivre. Nous avons balayé des ponts de grands navires et accumulé les injures sur nos têtes. Nous avons travaillé dans les villages, erré sur les mers, avec les gens de Bajo qui n'ont pas de patrie. Nous nous sommes battus pour de l'argent, nous nous sommes loués pour travailler pour des hommes de Goram qui nous ont bernés. Et sous les ordres de rudes visages blancs, nous avons plongé pour pêcher des perles dans les baies arides parsemées de rochers noirs sur une côte de sable désolée. Et partout nous observions, écoutions, questionnions. Nous interrogions des blancs, des commerçants, des voleurs. Nous entendîmes des ricanements, des railleries, des menaces, des paroles de surprise et des paroles de mépris. Nous ignorions le repos. Nous ne pensions pas à revenir chez nous car notre tâche n'était pas accomplie. Une année s'écoula, puis une autre. Je cessais de compter les jours, les mois, les années. Je veillais sur Matara. Ma dernière poignée de riz était pour lui. Si nous n'avions pas assez d'eau pour deux, c'est lui qui la buvait. Je l'obligeais à se couvrir quand il tremblait de froid. Lorsqu'il fut saisi d'une forte fièvre, je le veillais plusieurs nuits et lui éventais le visage. C'était un homme ardent et mon ami. Il parlait d'elle avec colère dans la journée, avec chagrin dans le noir. Il se la rappelait malade, en bonne santé. Je ne disais rien, mais je la voyais chaque jour, sans cesse. D'abord, je vis seulement sa tête, comme d'une femme marchant dans la brume basse sur la rive d'un fleuve. Puis je la vis assise auprès de notre feu. Je la voyais, je la regardais. Elle avait un regard tendre et un visage ensorceleur. Je lui parlais à voix basse dans la nuit. Quelquefois, Matara disait d'une voix ensommeillée « À qui parles-tu ? Qui est là ?» Je répondais vivement « Personne ». C'était un mensonge. Elle ne me quittait pas. Elle partageait la chaleur de notre feu, elle s'asseyait sur mon lit de feuilles, elle nageait dans la mer pour me suivre. Je la voyais.
Je vous dis que je voyais ses longs cheveux noirs épars derrière elle sur les flots éclairés par la lune, tandis qu'elle frappait l'eau de ses bras nus à côté d'un bras rapide. Elle était belle, elle était fidèle, et dans le silence des pays étrangers, elle me parlait tout bas dans la langue de mon peuple. Personne ne la voyait, personne ne l'entendait. Elle était toute à moi. Pendant la journée, elle se mouvait devant moi avec une démarche élastique sur les chemins pénibles. Son corps était droit et flexible comme la tige svelte d'un jeune arbre. Ses talons étaient ronds et polis comme des coquilles d'œufs. De son bras harmonieux, elle faisait des signes. La nuit, elle me regardait dans les yeux. Et elle était triste. Son regard était tendre et craintif. Sa voix douce et persuasive. Une fois, je lui ai murmuré « Tu ne mourras pas ». Et elle a souri. Après cela, elle a toujours souri. Elle me donnait le courage de supporter la fatigue et les privations. C'étaient des jours de souffrance et elle m'apaisait. Nous errions patiemment, poursuivant nos recherches. Nous connûmes des déceptions, de faux espoirs. Nous connûmes la captivité, la maladie, la soif, le dénouement, le désespoir. Mais assez. Nous les trouvâmes. Nous les trouvâmes. Il cria ces derniers mots, puis se tut. Son visage était impassible et il restait sans bouger comme un homme en transe. Hollis se redressa vivement et posa ses coudes sur la table. Jackson fit un geste brusque et effleura la guitare sans le vouloir. Un son plaintif emplit la cabine de vibrations confuses qui s'éteignirent lentement. Puis Karen parla de nouveau. La violence contenue de sa voix semblait monter de l'extérieur comme des paroles non dites mais entendues. Elle se répandit dans la cabine et enveloppa de son murmure intense et étouffé la silhouette assise qui ne bougeait pas. Nous étions en route pour Aceh, où il y avait une guerre. Mais notre vaisseau s'échoua sur un banc de sable et nous dûmes débarquer à Delhi. Pardon. Il cesse de tourner. Pardon. Voilà. Nous avions gagné un peu d'argent et acheté un fusil à des marchands de Selangor. Un seul fusil, que l'on mettait à feu par l'étincelle d'une pierre. C'était Matara qui le portait. Nous débarquâmes. Beaucoup de Blancs vivaient là, qui cultivaient du tabac dans les plaines qu'ils avaient conquises. Et Matara, mais peu importe. Il le vit, le Hollandais, enfin. Nous nous approchâmes en rampant pour observer. Nous avons guetté pendant 2 nuits et 1 journée. Il avait une grande maison sur un espace dégagé au milieu de ses champs. Alentour, il y avait des fleurs et des arbustes, d'étroites allées de terre jaune entre des pelouses tondues et des haies touffues pour empêcher les gens d'entrer. La 3e nuit, nous sommes venus armés et nous nous sommes tapis derrière une haie. Une rosée dense nous trempait et nous avions froid jusqu'aux entrailles. L'herbe, les branches, les feuilles couvertes de gouttes d'eau étaient grises dans le clair de lune. Recroquevillé dans l'herbe, Matara frissonnait dans son sommeil. Mes dents claquaient si fort que j'avais peur de réveiller tout le pays. Au loin, les gardiens des maisons des Blancs faisaient claquer des crécelles en poussant des cris dans l'obscurité. Et, comme toutes les nuits, je la vis à côté de moi. Elle ne souriait plus. Le feu de l'angoisse brûlait dans ma poitrine et elle me susurrait des mots de pitié, de douceur et de compassion, comme font les femmes. Elle apaisa l'anxiété de mon esprit et elle pencha son visage sur moi, le visage d'une femme qui ravit les cœurs et prive les hommes de leur raison. Elle était tout à moi, et nul ne pouvait la voir, aucun être vivant. Les étoiles brillaient à travers son corps, dans ses cheveux épars. J'étais submergée de regrets, de tendresse, de chagrin. Matara dormait. Avais-je dormi ? Matara me secouait l'épaule et le feu du soleil séchait l'herbe, les buissons, les feuilles. C'était le jour. Des lambeaux de brume blanche s'accrochaient aux branches des arbres. Était-ce le jour ou la nuit ? Je ne voyais
toujours rien. Puis j'entendis la respiration précipitée de Matara à côté de moi, et je la vis devant la maison. Je les vis tous les deux. Ils s'étaient sortis. Elle était assise sur un banc contre le mur de la maison. Des branches chargées de fleurs grimpaient au-dessus de sa tête, pendaient sur ses cheveux. Elle avait un coffret sur les genoux et regardait à l'intérieur, comptant combien il y avait de perles en plus. Le Hollandais, debout à côté d'elle, la regardait faire. Il lui souriait, ses dents blanches étincelaient, sa moustache avait l'air d'une double flamme torse. Il était grand et massif, joyeux, sans inquiétude. Matara prit une amorce fraîche dans le creux de sa main, gratta la pierre avec l'ongle du pouce et me donna le fusil. À moi. Je le pris. Oh, destin. Couché sur le ventre, il me chuchota à l'oreille. Je vais m'approcher en rampant, puis je frapperai. Qu'elle meure de ma main. Toi, vise le gros porc. Laisse-lui le temps de me voir effacer mon déshonneur de la surface de la terre, et puis... Tu es mon ami. Tue-le d'un coup précis. Je ne répondis rien. L'air ne pénétrait pas dans mes poumons. Il n'y avait plus d'air dans l'univers. Et soudain, Matara ne fut plus à mes côtés. L'herbe s'agita, il y eut un bruissement dans les buissons. Elle leva la tête. Je la vis, la consolatrice de mes nuits sans sommeil, de mes jours las, la compagne des années d'épreuve. Je la vis. Elle regardait dans la direction de l'endroit où j'étais tapie. Elle était là, telle que je l'avais vue pendant toutes ces années, fidèle compagne de mes errances. Ses yeux étaient tristes, ses lèvres souriaient. Elle me regardait. Ses lèvres souriaient. Ne lui avais-je pas promis qu'elle ne mourrait pas? Elle était assez loin de moi et je la sentais toute proche. Sa main me caressait et sa voix murmurait, chuchotait au-dessus de moi, autour de moi. Qui sera ta compagne? Qui te consolera si je meurs? Je vis un arbuste en fleurs bouger nettement sur sa gauche. Matara était près. Je criai à haute voix « Reviens !» Elle se leva d'un bond, le coffret tomba, les perles se répandirent à ses pieds. À côté d'elle, le Hollandais massif roulait des yeux menaçants dans le silence ensoleillé. Le fusil monta à mon épaule. Je m'agenouillais, ma main était ferme. Plus ferme que les arbres, les rochers, les montagnes. Mais au-dessus du long canon immobile, les champs, la maison, la terre et le ciel vacillaient comme les ombres dans la forêt par une journée venteuse. Matara bondit hors des buissons. Devant lui, les pétales des fleurs déchiquetées tourbillonnèrent comme poussés par la tempête. Bonsoir. J'entendis son cri. Bonsoir. Je la vis se jeter devant le blanc, les bras écartés. C'était une femme de mon pays et de sang noble. Elles sont ainsi. J'entendis son hurlement de peur et d'angoisse, et plus rien ne bougea. Les champs, la maison, la terre et le ciel s'immobilisèrent, tandis que Matara bondissait sur elle, le bras levé. Je pressais la détente, je vis une étincelle, je n'entendis rien. La fumée me revint dans la figure, puis je vis Matara tomber la tête la première, étendu les bras en croix à ses pieds. Ah, un coup précis. Le soleil sur mon dos était plus froid que de l'eau glacée. Un coup précis. Je jetai aussitôt le fusil. Là-bas, l'homme et la femme étaient penchés sur le mort, comme pétrifiés par un sortilège. Je lui criais « Vis et n'oublie pas !» Puis pendant un moment, je titubais dans de froides ténèbres. Derrière moi, j'entendis de grands cris, le bruit d'une course. Des étrangers m'encerclèrent en me hurlant au visage des mots incompréhensibles, me tirèrent, me poussèrent, me soutinrent. Je me retrouvais debout devant le grand Hollandais. Il avait le regard fixe d'un aliéné. Il voulait savoir, parlait vite, me remerciait, m'offrait de la nourriture, un abri, de l'or, me posait 1000 questions. Je lui ris à la figure en disant « Je suis un voyageur Korinchi, j'arrive de Pérak et j'ignore tout de ce mort. Je passais sur le chemin quand j'ai entendu un coup de feu, vos gens insensés se sont rués sur moi et m'ont traîné ici. » Il leva les bras de surprise, il ne pouvait pas croire, ne comprenait pas, il poussait des clameurs dans la langue de son pays. Elle le tenait par le cou et par-dessus son épaule me regardait avec de grands yeux. Je la regardais aussi et lui souris. J'espérais entendre le son de sa voix. Tout à coup, le blanc lui demanda « Le connais-tu » Je tendis l'oreille. Ma vie se réfugia dans mes oreilles. Elle me regarda longuement, sans ciller, et dit tout fort « Non, je ne l'ai jamais vu. » Quoi? Jamais? Avait-elle déjà oublié? Était-ce possible? Oublié déjà, après toutes ces années,
toutes ces années d'errance, d'amitié, d'émoi, de tendres paroles, oubliées déjà. Je me libérai des mains qui me retenaient et je m'en allai sans un mot. Ils me laissèrent partir. J'étais fatiguée. Ai-je dormi? Je ne sais pas. Je me rappelle avoir marché sur un chemin large sous les étoiles. Cet étrange pays me paraissait si grand, les champs de riz si vastes que lorsque je regardais autour de moi, la peur de l'espace me donnait le vertige. Puis je vis une forêt. La sérénité du firmament étoilé m'accablait. Je quittais la route et pénétrais dans la forêt, qui était très sombre et très triste. Chapitre 5. Karen avait parlé de plus en plus bas, comme s'il s'éloignait de nous. Puis ces derniers mots, bien que faibles, sonnèrent plus clairs. On eût dit qu'il criait de très loin par un jour calme. Il ne bougeait pas. Son regard fixe passait au-dessus de la tête de Hollis, qui lui faisait face, aussi immobile que lui. Jackson s'était tourné de côté et un coude sur la table cachait ses yeux derrière sa main. Moi, je regardais, ému et surpris. Je regardais cet homme, fidèle à une vision, trahi par son rêve, éperonné par son illusion, qui était venu vers nous, des incroyants, pour nous demander notre aide, contre une pensée. Le silence était profond, mais il paraissait peuplé de fantômes silencieux, de choses tristes, nébuleuses, muettes, et dans leur invisible présence, la pulsation constante des 2 chronomètres du navire décomptant les secondes du temps de Greenwich m'apparaissait comme une protection et un soulagement. Karen avait un regard de pierre, et, en voyant son attitude rigide, je pensais à ses errances, à cette obscure odyssée de vengeance, à tous les hommes qui marchent parmi des illusions, aux illusions aussi inquiètes que les hommes, aux illusions fidèles et infidèles, aux illusions qui dispensent la joie, qui dispensent le chagrin, la souffrance ou la paix, aux illusions invincibles qui peuvent faire paraître la vie et la mort sereines, séduisantes, tourmentées ou ignobles. On entendit un murmure. Cette voix venue d'ailleurs, tombant dans la lumière de la cabine, semblait émaner d'un monde onirique. Karen parlait. « J'ai vécu dans la forêt. Elle n'est jamais revenue. Jamais. Pas une seule fois. Je vivais seule. Elle avait oublié. C'était bien ainsi. Je ne voulais pas sa présence, je ne voulais personne. Je découvris une maison abandonnée dans une ancienne clairière. Personne ne s'approchait. Parfois, j'entendais au loin les voix des gens qui marchaient sur un sentier. Je dormais, je me reposais. Il y avait du riz sauvage, de l'eau dans un ruisseau. Et la paix. Chaque soir, je m'asseyais seule auprès de mon petit feu devant la hutte. Bien des nuits s'écoulèrent. Puis un soir, alors que j'étais assis là après avoir dîné, je baissai les yeux vers le sol et me mis à penser à mes déambulations. Je relevai la tête. Je n'avais rien entendu, ni pas, ni bruissement de feuilles, mais je levai la tête. Un homme se dirigeait vers moi, traversant la petite clairière. J'attendis. Il arriva sans un salut et s'assit par terre dans la lueur du feu. Puis il tourna son visage vers moi. C'était Matara. Il me regardait avec une expression farouche dans ses yeux enfoncés. La nuit était froide. Le feu baissa tout à coup et son regard resta fixé sur moi. Je me levai et m'en allai, le laissant à côté de ce feu qui ne dégageait plus de chaleur. Je marchais toute la nuit et toute la journée du lendemain. Le soir, j'allumai un grand brasier et je m'assis pour l'attendre. Dans la journée, il ne s'était pas montré. Je l'entendais ici ou là, qui murmurait dans les fourrés. Je finis par comprendre ce qu'il disait. Il me l'avait déjà dit. Tu es mon ami. Tu, d'un coup précis. Je supportais cela aussi longtemps que je le pus. Puis je m'enfuis d'un bond, exactement comme cette nuit j'ai bondi hors de mon enclos pour nager jusqu'à vous. Je courus en pleurant comme un enfant abandonné loin des maisons. Il courait à côté de moi sans bruit. Il murmurait, invisible, mais audible.
Je recherchais le monde, je voulais des hommes autour de moi, des hommes qui ne fussent pas des morts. Et de nouveau nous errâmes ensemble. Je recherchais le danger, la violence et la mort. Je participais à la guerre d'Adjé, et ce peuple courageux s'émerveilla de la vaillance d'un étranger. Mais nous étions deux, il me protégeait des coups. Pourquoi ? C'était la paix que je cherchais, non la vie. Et nul ne pouvait le voir, nul ne savait, je n'osais le dire à personne. De temps à autre, il me quittait, mais jamais pour longtemps. Puis il revenait, me regardait fixement, ou murmurait. Mon cœur était étreint par une peur étrange, mais il ne parvenait pas à mourir. Alors, je fis la rencontre d'un vieil homme. Vous l'avez tous connu. Ici, les gens l'appelaient mon sorcier, mon serviteur, mon porte-épée. Mais pour moi, il était mon père, ma mère, ma protection, mon refuge et ma paix. Quand je l'ai connu, il revenait d'un pèlerinage et je l'entendis entonner la prière du couchant. Il était allé jusqu'au lieu saint avec son fils, la femme de son fils et leur petit enfant. Pendant le retour, par la grâce du Tout-Puissant, ils moururent tous. L'homme dans la force de l'âge, la jeune mère, le petit enfant. Ils moururent. Et le vieil homme arriva seul dans son pays. C'était un pèlerin pieux et serein, très sage et très solitaire. Je lui racontai tout. Nous vécûmes ensemble pendant un certain temps. Il prononça sur ma tête des paroles de compassion, de sagesse, de piété. Il éloigna de moi l'ombre des morts. Je le suppliai de me placer sous un sortilège qui me rendrait la sécurité. Longtemps il refusa, mais finalement, avec un soupir et un sourire, il céda. Sans nul doute, il avait le pouvoir de dominer des esprits plus forts que l'instabilité de mon ami défunt et de nouveau je connus la paix. Mais j'étais devenue agitée et ne rêvais que bagarres et périls. Le vieil homme ne me quittait jamais. Nous voyagions ensemble. Nous étions bien accueillis par les grands. On se souvient encore de sa sagacité et de mon courage en des lieux où votre force, ô homme blanc, est oubliée. Nous avons servi le sultan de Soula. Nous avons combattu les Espagnols. Il y eut des victoires, des espoirs, des défaites, des chagrins du sang, des larmes, des femmes. À quoi bon ? Nous nous sommes enfuis. Nous avons rassemblé des vagabonds d'une race guerrière et sommes venus ici pour nous battre encore. Le reste, vous le savez. Je suis le chef d'une terre que j'ai conquise. J'aime la guerre et le danger. Je suis un combattant et un conspirateur. Mais le vieil homme est mort. Et je suis de nouveau l'esclave de l'autre mort. Il n'est plus là pour chasser l'ombre réprobatrice, pour réduire au silence la voix sans vie. Le pouvoir de son sortilège a disparu avec lui. Et je connais la peur, et j'entends murmurer « Tue, tue, tue ». N'ai-je pas assez tué ? Pour la première fois de la nuit, une brusque contraction de fureur et de folie noua son visage. Son regard instable volait çà et là, comme un oiseau effrayé dans un orage. Il se leva d'un bond en criant « Par les esprits qui boivent le sang, par les esprits qui crient dans la nuit, par tous les esprits de la colère, du malheur et de la mort, je jure que un jour je plongerai mon poignard dans le cœur de tous les hommes que je rencontrerai. Il paraissait si dangereux que nous nous levâmes tous trois, et Ulysse d'un revers de main envoya valser le Christ qui était sur la table. Je crois que nous criâmes tous ensemble. Ce fut une brève alerte et l'instant suivant, il était de nouveau tranquillement assis dans son fauteuil, avec autour de lui 3 blancs debout, l'air plutôt stupide. Nous eûmes un peu honte de nous-mêmes. Jackson ramassa le Christ et, après m'avoir interrogé du regard, le lui rendit. Il le prit avec une majestueuse inclinaison de tête et le fourra dans un pli de son sarong, en prenant bien soin de lui donner une position pacifique. Puis il leva les yeux sur nous avec un sourire austère. Nous étions honteux et contrits. Ulysse s'assit de biais sur le bord de la table et, le menton dans la main, le scruta dans un silence pensif. Je dis « Vous devez rester auprès de votre peuple. Il a besoin de vous, et la vie amène l'oubli. Même les morts finissent par cesser de parler. Suis-je une femme pour oublier ? Dans le temps d'un battement de paupières, tant de longues années ?» s'écria-t-il avec un ressentiment amer. Il me surprit. Il était incompréhensible. Pour lui, sa vie, ce cruel mirage d'amour et de paix était aussi réel, aussi indéniable que la leur pour les saints, les philosophes ou n'importe quel imbécile d'entre nous.
Hollis murmura. Vous ne l'apaiserez pas avec des platitudes. Karen s'adressa à moi. Vous nous connaissez. Vous avez vécu avec nous. Pourquoi ? Nous ne pouvons le savoir. Mais vous comprenez nos pensées et nos peines. Vous avez vécu avec mon peuple et vous comprenez nos désirs et nos craintes. Je veux partir avec vous, dans votre pays, au milieu de votre peuple, parmi votre peuple qui vit dans l'incroyance, pour qui le jour est le jour et la nuit, rien de plus. Parce que vous comprenez toutes choses visibles et méprisez tout le reste. Dans votre pays sans foi, où les morts ne parlent pas, où tous les hommes sont sages et seuls et en paix. Description capitale, murmura Hollis avec l'ombre d'un sourire. Karen baissa la tête. Je suis capable de travailler, de me battre et d'être loyal, murmura-t-il d'une voix lasse. Mais je ne peux pas revenir vers lui qui m'attend sur la grève. Non, emmenez-moi avec vous. Ou alors donnez-moi un peu de votre force, de votre impiété, un talisman. Il paraissait complètement épuisé. Oui, l'emmener chez nous, dit Hollis très bas, comme s'il discutait avec lui-même. Ce serait une solution. Là-bas, les fantômes sont dans la société. Ils parlent aimablement aux ladies et gentlemen, mais ils dédaigneraient de s'occuper d'un être humain nu, comme notre ami princier. Nu, écorché, devrais-je dire. Je suis navré pour lui. C'est impossible, évidemment. Pour finir, poursuivit-il en levant les yeux sur nous, pour finir, il se jettera sur ses fidèles sujets et enverra à Patresse un bon nombre d'entre eux avant qu'ils se soient résignés à être infidèles à leur chef et à lui flanquer des coups sur la tête. Je fis un signe d'acquiescement. Il était plus que probable que Karen finirait ainsi. Il était évident qu'il avait été obsédé par son idée jusqu'à la limite extrême de l'endurance humaine et qu'il aurait suffi d'une infime tension supplémentaire pour le faire sombrer dans la forme de folie particulière à sa race. Le répit dont il avait joui tant que le vieil homme était en vie rendait intolérable le retour de son tourment. Cela, du moins, était clair. Il leva soudain la tête. Depuis un moment, nous pouvions croire qu'il sommeillait. « Donnez-moi votre protection. Ou votre force, s'écria-t-il. Un talisman, une arme. » Il laissa retomber son menton sur sa poitrine. Nous le regardâmes. Puis nous nous regardâmes les uns les autres avec dans les yeux une inquiétude et une terreur, comme des hommes qui se trouvent sans l'avoir prévu devant le spectacle d'une catastrophe mystérieuse. Il s'était livré à nous. Il avait jeté entre nos mains ses fautes et son tourment, sa vie et sa paix, et nous ne savions que faire de ce problème venu des ténèbres extérieures. Les trois hommes blancs que nous étions, contemplant le malais, étaient incapables de trouver un mot adéquat. S'il existait un mot qui pût dénouer ce problème. Nous réfléchissions et le cœur nous manquait. On eût dit que nous avions tous trois été convoqués aux portes même des régions infernales pour juger, décider du sort d'un vagabond arrivant soudain d'un univers de soleil et d'illusions. Sapristi, il semble avoir une haute idée de notre pouvoir, chuchota désespérément Hollis. Puis de nouveau, il y eut le silence, le faible clapotis de la mer, le tic-tac régulier des chronomètres. Les bras croisés, Jackson s'adossa à la cloison de la cabine, la tête baissée sous le barreau du pont, sa magnifique barbe blonde étalée sur sa poitrine. Il avait l'air colossal, inefficace et doux. Il y avait quelque chose de lugubre dans l'atmosphère de la cabine. L'air semblait s'y charger lentement du froid cruel de l'impuissance, de la colère impitoyable de l'égoïsme contre l'irruption d'une forme de douleur incompréhensible. Nous ne savions absolument que faire. Nous commencions à éprouver avec amertume la rude nécessité de nous débarrasser de lui. Hollis songeait. Tout à coup, il marmonna avec un rire bref. Force, protection, talisman. Il quitta la table et se glissa hors de la cabine sans nous regarder. Cela nous fit l'effet d'une vive désertion. Jackson et moi échangeâmes un regard indigné. Nous l'entendîmes fourrager dans sa cabine, grande comme un trou de souris. Est-ce qu'il allait se coucher ? Karen soupira. C'était intolérable. Puis Hollis reparut, tenant à deux mains un petit coffret de cuir. Il le posa sur la table et nous regarda en émettant un étrange borborigme, nous sembla-t-il, comme si, pour une raison quelconque, il était devenu provisoirement muet, ou comme s'il était indécis sur l'opportunité morale de produire ce coffret. Mais au bout d'un instant, la sagesse insolente et infaillible de sa jeunesse lui donna le courage nécessaire.
Tout en ouvrant la boîte avec une toute petite clé, il nous dit « Vous autres, prenez l'air aussi solennel que vous le pourrez. » Sans doute parûmes-nous surprises et idiots, car il nous regarda avec irritation par-dessus son épaule et disant « Ce n'est pas un jeu, je vais faire quelque chose pour lui. Soyez sérieux, que diable, n'êtes-vous pas capable de jouer un jeu, un peu la comédie, pour un ami ?» Karen ne semblait pas s'occuper de nous, mais lorsque Hollis souleva le couvercle du coffret, son regard y vola, et les nôtres aussi. L'intérieur de satin rouge matelassé jeta une tache de couleur violente dans l'atmosphère sombre. C'était quelque chose de concret à regarder. C'était fascinant. Chapitre 6. Hollis plongea son regard dans le coffret en souriant. Récemment, il avait fait un saut en Angleterre par le canal de Suez. Il avait été absent 6 mois et nous avait rejoints juste à temps pour ce dernier voyage. Nous n'avions encore jamais vu ce coffret. Il tenait ses mains au-dessus et nous parlait ironiquement. Mais son visage devint grave comme s'il prononçait une puissante incantation sur les objets contenus à l'intérieur. « Chacun de nous, dit-il, avec des pauses curieusement plus éloquentes que ses paroles, chacun de nous, vous le reconnaîtrez, a été une fois ou l'autre obsédé par une femme. Et, pour ce qui est des amis, lâchez en route. » Quoi ? Interrogez-vous. Il se tut. Karen écarquilla les yeux. Nous entendîmes un grand remue-ménage sous le pont. Jackson dit avec sérieux « Ne soyez pas si méchamment cynique. Ah, vous n'avez pas de finesse, dit tristement Hollis. Vous apprendrez. Ce Malais a été notre ami, cependant. Il répéta plusieurs fois d'un air songeur « Ami, Malais, ami, Malais ». Comme s'il pesait les mots l'un après l'autre. Puis il reprit sur un ton plus vif. Un brave type, un seigneur, à sa manière. Nous ne pouvons vraiment pas traiter par le mépris sa confiance et sa foi en nous. Ces Malais sont très impressionnables. Ils sont tout en air, vous savez. Donc, il se tourna vivement vers moi. « C'est vous qui le connaissez le mieux, dit-il d'un ton banal. Le croyez-vous fanatique ? J'entends d'une voix très stricte. Profondément ahuri, je bégayais que je ne croyais pas. Parce qu'il s'agit d'un portrait, d'une image gravée, marmonna Hollis, de façon énigmatique en ramenant son regard sur le coffret. Il y plongea ses doigts. Karen avait les lèvres entr'ouvertes et ses yeux brillaient. Nous regardâmes dans l'écrin. Il y avait 2 bobines de fil, un paquet d'aiguilles, un bout de ruban de soie bleu foncé, une grande photographie à laquelle Hollis jeta un coup d'œil avant de la poser sur la table. Face contre le bois. J'eus le temps de voir que c'était un portrait de jeune fille. Au milieu de tous ces objets variés, il y avait un petit bouquet de fleurs, un gant blanc étroit avec beaucoup de boutons, un paquet de lettres soigneusement ficelées, les amulettes des Blancs, sortilèges et talismans. Sortilèges qui les font marcher droit, qui les rendent infirmes, qui ont le pouvoir d'arracher des soupirs aux jeunes, de faire sourire les vieux. Objets puissants, qui procurent des rêves de bonheur, des pensées d'amers regrets, qui attendrissent les cœurs durs et peuvent donner à un cœur tendre la fermeté de l'acier. Don du ciel, chose de la terre. Hollis fourragea dans le coffret. Et pendant ces minutes d'attente, il me sembla que la cabine de la goélette s'emplissait d'un frémissement vivant, invisible, comme celui d'un souffle subtil. Tous les fantômes expulsés de l'Occident incroyant par des hommes qui affectent d'être sages, seuls et en paix, tous les fantômes sans foyer d'un monde sceptique apparurent soudain autour de la silhouette de Hollis courbée sur son coffret. Toutes les ombres séduisantes et exilées des femmes aimées, tous les beaux et caressants fantômes d'idéaux remémorés, oubliés, chéris, exécrés, tous les fantômes réprobateurs, repoussés, d'amis admirés, estimés, calomniés, trahis, abandonnés, morts en chemin, tous semblaient revenir des régions inhospitalières du monde pour se rassembler dans notre sombre cabine comme si elle était un refuge et le seul lieu de foi vengeresse d'un univers entier sans foi. Cela ne dura qu'un instant et tout disparut. Il n'y avait plus devant nous que Hollis tenant entre ses doigts un petit objet brillant. Cela ressemblait à une pièce de monnaie. « Ah, la voilà !» dit-il. Il la souleva. C'était une pièce de 6 pence, un 6 pence du jubilé de la reine. Elle était dorée, percée d'un trou près du bord. Hollis se tourna vers Karen.
Un talisman pour notre ami, dit-il, s'adressant à nous. Cet objet en lui-même a un grand pouvoir. L'argent, vous savez, et son imagination n'est frappée. C'est un garçon loyal, si seulement son puritanisme ne s'offusque pas d'un portrait. Nous ne répondîmes rien. Nous ne savions pas si nous devions être scandalisés, amusés ou soulagés. Hollis s'avança vers Karen, qui se leva, surpris, puis, levant la pièce, il lui parla en malais. Ceci représente notre grande reine, et c'est la chose la plus puissante que connaissent les hommes blancs, dit-il avec solennité. Karen recouvrit la poignée de son Christ en signe de respect et fixa son regard sur la tête couronnée. « La pieuse, l'invincible », murmura-t-il. « Elle est plus puissante que Soliman le sage, qui commandait aux esprits, comme vous le savez, dit Hollis d'une voix grave. « Je vais vous la donner. » Il mit la pièce dans la paume de sa main et, la regardant pensivement, s'adressa à nous en anglais. Elle commande à un esprit, elle aussi, à l'esprit de la nation, un démon autoritaire, consciencieux, sans scrupules, indomptable, qui fait pas mal de bien accidentellement, pas mal de bien, parfois. Elle ne tolérerait pas que le meilleur fantôme fasse des histoires pour une chose aussi bénigne que le coup de fusil de notre ami. Allons, les gars, n'ayez pas l'air pétrifiés. Aidez-moi à le lui faire croire, tout dépend de ça. Son peuple sera choqué, murmurai-je. Hollis regarda fixement Karen, qui était l'incarnation même de l'excitation sans geste. Il se tenait très droit, la tête haute, son regard errait follement, lançant des éclairs, ses narines dilatées palpitaient. Tant pis, finit par dire Hollis, c'est un brave garçon, je vais lui donner une chose à laquelle je tenais réellement. Il prit dans le coffret le bout de ruban, le regarda en souriant avec dérision, puis, avec une paire de ciseaux, découpa un morceau de cuir dans la paume du gant. Je vais lui fabriquer cette chose que portent les paysans italiens, vous savez. Il enferma la pièce dans le bout de cuir, fixa avec du fil le cuir au ruban, dont il assembla les deux bouts par un nœud. Il travaillait en se hâtant, car il ne quittait pas ses doigts des yeux. « Voilà, dit-il. » Puis il s'approcha de Karen, ils se regardèrent au fond des yeux. Ceux de Karen avaient un regard égaré, mais ceux de Hollis s'assombrissaient et prenaient une expression autoritaire et dominatrice. Ils offraient un contraste saisissant. L'un immobile, couleur de bronze, l'autre d'un blanc éblouissant, agitant des bras dont les muscles vigoureux roulaient légèrement sous une peau luisante comme du satin. Jackson se rapprocha, avec l'air d'un homme prêt à défendre un camarade dans un passage difficile. Je dis d'un ton persuasif en montrant Hollis, « Il est jeune, mais il est sage. Faites-lui confiance. » Karen baissa la tête. Hollis lui passa d'un geste délicat le ruban bleu foncé autour du cou, puis recula. « Oubliez et soyez en paix, m'écriai-je. » Karen parut s'éveiller d'un rêve. Il dit « Ah !» en s'ébrouant comme pour se débarrasser d'un fardeau. Il promena un regard assuré autour de lui, sur le pont, quelqu'un tira le capot de l'écoutille et un flot de lumière inonda la cabine. C'était déjà le matin. « Il est temps de monter sur le pont, dit Jackson. » Hollis enfila une veste et nous montâmes tous, Karen en tête. Le soleil se levait sur les montagnes, dont les ombres longues s'étendaient loin sur la baie dans une lumière nacrée. L'air était limpide, pur et frais. J'allongeai un bras vers la ligne courbe des sables jaunes. « Il n'est pas là, dis-je d'un ton convaincu à Karen. Il ne vous attend plus, il est parti à jamais. » Un faisceau de chauds rayons éblouissants s'élança sur la baie entre deux sommets, et l'eau alentour, comme par magie, devint scintillante et aveuglante. « Non, il n'est pas là, » dit Karen, après avoir longuement scruté la plage. « Je ne l'entends pas, » poursuivit-il lentement. « Non. » Il se retourna vers nous. « S'en est allé, pour toujours !» cria-t-il. Nous acquiesçâmes avec vigueur, à plusieurs reprises et sans scrupule. L'essentiel était de lui causer une forte impression, de le convaincre de sa sécurité absolue, de la fin de tout son tracas. Nous fîmes de notre mieux, et j'espère que nous avons affirmé notre confiance dans le talisman de Hollis avec assez de persuasion pour lui ôter jusqu'à l'ombre d'un doute. Nos voix résonnaient gaiement autour de lui dans l'air immobile, et, au-dessus de sa tête, le ciel pur, translucide, sans une ombre, étalait son bleu délicat sur la baie, d'une côte à l'autre, comme pour envelopper l'eau, la terre et l'homme dans la caresse de sa luminosité. L'ancre était levée, les voiles étaient immobiles, et nous vîmes une demi-douzaine de gros bateaux se diriger vers nous pour nous remorquer hors de la baie.
Les pagayeurs du premier qui se rangea contre notre flanc levèrent la tête et virent leur chef debout au milieu de nous. Un murmure de surprise s'éleva, puis des cris de bienvenue. Il nous quitta et parut aussitôt retrouver la splendeur glorieuse de son théâtre, se draper dans l'illusion d'une réussite certaine. Un instant, il se tint très droit. Un pied sur la coupée, une main sur la poignée de son Christ dans une attitude martiale. Débarrassé de sa peur des ténèbres extérieures, la tête haute, il parcourut d'un œil serein son lopin de terre conquise. Les bateaux les plus éloignés reprirent le cri d'accueil. Une grande clameur roula sur les eaux. Les montagnes y firent écho, semblant lui renvoyer des paroles qui évoquaient une longue vie et de grandes victoires. Il descendit dans un canot et, dès qu'il eut débordé, nous lui envoyâmes 3 saluts sonores. Ils parurent ternes et grêles après le tumulte sauvage de ses loyaux sujets, mais nous étions incapables de faire mieux. Debout dans son canot, il leva les 2 bras, puis d'une main nous montra l'infaillible talisman. Nous criâmes de nouveau, et les malais des embarcations regardèrent, ahuris, forts, intrigués et impressionnés. Je me demande ce qu'il pensait lui, et ce que pense le lecteur. Nous fûmes lentement remorqués. Nous le vîmes débarquer et nous regarder de la plage. Une silhouette s'approcha de lui avec humilité, mais ouvertement. Pas du tout à la manière d'un fantôme revendicateur. Nous vîmes d'autres hommes courir vers lui. Peut-être leur avait-il manqué. En tout cas, il y eut un grand remue-ménage. Un groupe se forma rapidement autour de lui. Il se mit en marche, suivi par un cortège de plus en plus important, et il avançait presque aussi vite que la goélette. Dans nos jumelles, nous distinguions le ruban bleu autour de son cou et une tache blanche sur sa poitrine brune. La baie s'éveillait. Les fumées des feux matinaux montaient en fines spirales, dépassant les cimes des palmiers. Des gens bougeaient entre les maisons. Un troupeau de buffles galopait sans grâce sur une pente verte. On voyait sauter dans l'herbe haute de minces silhouettes noires d'enfants brandissant des bâtons. Une file bariolée de femmes portant des seaux d'eau en bambou sur la tête serpentait dans un bosquet clairsemé d'arbres fruitiers. Karen s'arrêta au milieu de ces hommes et nous salua de la main. Puis il se détacha du groupe coloré, alla seul jusqu'au bord de l'eau et agita de nouveau la main. La goélette gagna la haute mer entre les pointes abruptes qui formaient la baie, et Karen sortit à jamais de nos existences. Mais le souvenir demeure. Quelques années plus tard, je rencontrai Jackson sur le Strand. Il était superbe, comme toujours. Sa tête dominait la foule des passants. Sa barbe était comme de l'or, son visage haut en couleur, ses yeux bleus. Il portait un chapeau gris à large bord et n'avait ni col ni gilet. Il était séduisant. Il venait juste de rentrer, avait débarqué le jour même. Notre jonction provoqua un remous dans le flot d'humanité. Des gens pressés venaient se cogner contre nous, puis nous contournaient en se retournant pour regarder ce colosse. Nous essayâmes de résumer 7 années de vie en 7 exclamations, puis, soudain calmés, nous marchâmes paisiblement côte à côte, nous racontant les nouvelles de la veille. Jackson regardait autour de lui à la façon d'un homme qui cherche des points de repère. Puis il s'arrêta devant la vitrine de Blend. Il avait toujours eu la passion des armes à feu. Donc il s'arrêta net pour contempler la rangée d'armes, belles et redoutables, alignées derrière les vitres à encadrement noir. J'étais à côté de lui. Et tout à coup il dit « Vous vous souvenez de Karen ?» J'acquiesçai d'un signe. La vue de ces objets m'a fait penser à lui, poursuivit-il, le nez contre la devanture. Et je vis un autre homme puissant et barbu qui le regardait intensément entre les sombres canons polis qui peuvent guérir de tant d'illusions. Oui, cela me l'a rappelé, dit-il lentement. J'ai vu ce matin dans un journal qu'ils ont recommencé à se battre là-bas. Il est sûrement dans la bagarre. Il rendra la lutte difficile pour les caballeros. Dieu le garde, pauvre diable. Il était vraiment impressionnant. Nous nous remîmes à marcher. Je me demande si le talisman a été efficace. Vous vous rappelez bien sûr le talisman de Hollis? Si oui, jamais une pièce de 6 pence n'aura été plus utilement dépensée. Pauvre diable. Je me demande s'il a pu se débarrasser de son ami. Je l'espère. Savez-vous que je pense parfois... Je m'arrêtais et le regardais. Oui, je veux dire, si c'était bien exact, vous savez, si cela lui était réellement arrivé, qu'en pensez-vous? Je pense, mon cher ami, m'écriai-je, que vous êtes resté trop longtemps loin du pays. Quelle question! Regardez donc tout ça. Un rayon de soleil
pâle venant de l'ouest courait entre deux longues rangées de murs, et la confusion des toits inégaux, les hautes cheminées, les lettres dorées sur les façades des immeubles, le brillant sombre des fenêtres se dressaient résignés et mornes dans le crépuscule imminent. Sur toute la longueur de la rue, profonde comme un puits et aussi étroite qu'un couloir, régnait une agitation morose et incessante. L'ouïe était saturé d'un bruit de pas rapides, battants ou traînants, et par une rumeur sous-jacente, une rumeur vaste, sourde, qui ressemblait à une respiration haletante, aux pulsations d'un cœur, à des voix essoufflées. Des yeux innombrables regardaient droit devant eux, des pieds se mouvaient en hâte, des visages vides passaient, des bras se balançaient. Et au-dessus de tout cela, une étroite bande irrégulière de ciel enfumé serpentait entre les toits élevés, immobiles, semblable à une écharpe souillée voletant au-dessus d'une foule en déroute. Oui, oh, oui, dit pensivement Jackson. Les grandes roues des cabs tournaient lentement le long des trottoirs. Un adolescent au visage livide déambulait, terrassé par la fatigue, une canne au côté, les pans de son manteau lui battant doucement les talons. Les chevaux avançaient avec précaution sur le pavé visqueux en remuant la tête. Deux jeunes filles passèrent près de nous, parlant avec vivacité, les yeux brillants. Un vieux monsieur distingué paradait, l'air conquérant, en lissant sa moustache blanche, et une rangée de planches jaunes couvertes de lettres bleues s'approcha lentement de nous, tanguant haut les unes derrière les autres, comme d'étranges épaves dérivant sur une rivière de chapeaux. Oui. Oh, oui, répéta Jackson. Ses yeux clairs se promenaient alentour, dédaigneux, amusés et durs, avec un regard de gamin. Des omnibus rouges, jaunes et verts brinque-ballets, énormes et voyants. Deux enfants dépenaillés traversèrent la rue en courant. Un groupe d'hommes peu soignés, des foulards rouges noués autour de leurs cous nus, titubaient en débitant des obscénités. Un vieillard minable à l'air désespéré hurlait dans la boue le titre d'un journal, tandis qu'au loin, parmi les têtes des chevaux, l'éclat sombre des harnais, le chaos des panneaux brillants et des toits de voitures, nous apercevions un policeman, sombre et casqué, allongeant un bras rigide au croisement des rues. « Oui, je vois, » dit Jackson lentement. C'est là, ça halète, ça court, ça roule. C'est fort et vivant. Ça vous écraserait si vous n'étiez pas attentif. Mais je veux bien être pendu si tout ça est à mes yeux aussi réel que l'autre chose, que l'histoire de Karen. Je crois décidément qu'il était resté trop longtemps loin de son pays. Et c'est la fin de Karen de Joseph Conrad. Pour moi, c'est toujours une joie de lire cet auteur, même s'il y a des choses qui m'agacent chez lui aussi, de toute façon. Mais il y en a peut-être moins que chez d'autres. Je ne sais pas. Ça m'a fait penser à cette chanson simplement de... Alors voilà, moi et les noms. Aïe aïe aïe. Qui chante? For once in my life, I've got someone who needs me. Who need me? Someone I needed so long. For once I've been time. Ah mince quand même, c'est terrible pour moi. Stevie Wonder, pardon, mais je suis tellement heureuse quand je retrouve un nom que je cherche. Et bref, c'était pas cette chanson, c'était Superstition. Je crois que c'est ça.
cette chanson-là. Et pour ceux qui croient en des choses qui les font trop souffrir, peut-être que cette chanson est pas mal. Voilà. Il y a trop de raisons de souffrir. Je pense que ça n'est pas nécessaire de s'en rajouter. Ou d'en ajouter. Je ne sais même plus. Je ne sais pas. Bref. Et je pensais à ça. J'ai pensé aussi, ça m'a fait penser à la lecture que je viens de terminer hier. C'était, mais je ne l'ai pas lu pour vous, je l'ai lu pour moi. C'était René Maran, Un homme pareil aux autres. Parce que dans ce livre, j'ai pas lu, je n'ai pas lu encore Homme noir, masque blanc. C'est pas possible, j'oublie encore un nom, vraiment, alors que j'en ai parlé, j'y pense et j'en parle souvent. C'est pas possible. Fanon. Frantz Fanon. Des fois j'hésite. Frantz Fanon. J'hésite sur son prénom, pas sur son nom. Pardon. Oh là là, je m'agace tellement à ne pas me souvenir des noms. Parce que je crois qu'il a consacré dans ce livre un chapitre sur le livre de René Maran, Un homme pareil aux autres. Est-ce que c'était celui-ci ou un autre? Je ne sais plus si c'était celui-ci. Et il faut que je lise ça absolument. Bientôt. Mais oui, parce que c'était M. Bougassar qui a écrit la préface là, de la nouvelle édition aux éditions du Typhon. Et c'est là-dedans que j'ai lu tout ça. Voilà, que je sois pas... Et donc ça doit... C'est Frantz Fanon. Maintenant je le vois dans ma tête écrit. Et à un moment il parle de ça. Mais il y a quand même des choses qui m'ont énervée dans ce livre. Bon, en dehors de tout ce qui est du racisme et du colonialisme auquel le héros qui s'appelle... Ça c'est mon... Jean Veneuil. Et je sais plus le début de ma phrase, donc ça va pas être français. Enfin, tout ce qui doit... Le témoignage, en fait, je sais que c'est un roman, hein, je parle comme si c'est... Je parle du narrateur, là. Mais c'est quand même un roman qui a valeur de document historique, malgré tout, je pense. Sur le racisme auquel était confronté... là, c'est... C'était un administrateur colonial et donc il parle le narrateur. Il parle, même si je sais qu'il y a des éléments qui peuvent se retrouver dans la vie de René Maran. Bref.
Oh là là, je suis pas bien câblée pour parler là. Pardon. Et donc voilà, ça ce sont des aspects qui forcément sont, c'est pas juste énervé, ça, vous savez, ça provoque cette réaction quelque chose, je crois que c'est de l'ordre de plus que de l'indignation, mais c'est quelque chose comme ça part du ventre et ça se propage un peu partout. Et cela dit, il y a d'autres passages qui m'ont énervée aussi. Bon, dans l'histoire d'amour, oui, mais quand il parle aussi des indigènes là-bas, dans les dernières pages, ça m'a agacée. Et quand il parle aussi de la femme qui lui tenait compagnie, en plus ça sous-entend quand même pas mal de choses et en plus elle était très jeune, mais ça fait, et attention, vous trompez pas dans la, comment on dit, l'interprétation de ce que je dis, ça fait quand même penser à des réflexions de l'ordre du bon sauvage et aussi ça me fait penser à une sorte de mépris une hiérarchisation de la domination qui est assez terrible aussi. Donc je peux comprendre, sans avoir lu ce qu'a dit Frantz Fanon, j'imagine à peu près